Les merveilleuses aventures de Kalon par ASP Explorer. Kalon et la sorcière sombre. Chapitre 4, où l'on découvre les dangers de la botanique. C'était un bâtiment étrange, à nul autre pareil dans toute la cité, plus haut que large, aux fenêtres nombreuses et étroites. Le rez-de-chaussée était de pierre taillée et assemblée avec une précision extraordinaire, sans que l'on puisse voir de ciment entre elles, tandis que les étages étaient entièrement de planches de bois peintes et disposées en quinconce, rappelant la peau écailleuse du dragon. Les toits, dont on ne pouvait ce soir-là deviner la matière, lançaient leurs pointes noires et acérées à l'assaut des nuages éclairés par la lune, qui s'était levée. La porte de bois brun et luisant de laque s'ornait d'un butoir de cuivre représentant deux vipères entrelacées. Sur une plaque, de cuivre toujours, Kalon aurait pu lire s'il avait eu la moindre notion de lecture « Maître Villader de Fench, diplômé de l'université, nécromancie, divination et exorcisme, sur rendez-vous uniquement. » Passons par le jardin. Villader avait rempli sa demeure de pièges magiques, et je ne doute pas que sa porte d'entrée ait fait l'objet de toutes ses attentions. Melgo contesta d'autant moins cette assertion qu'il lui semblait deviner une lueur de gourmandise dans l'œil doré d'une des vipères. Saboun éteignit la lanterne pendant qu'il contournait le mur d'enceinte. À la faible lueur d'une lune finissante, Kalon s'adossa au mur, fit la courte échelle à Melgo et le propulsa de l'autre côté. Après une dizaine de secondes, le voleur invita Saboun à le suivre par le même chemin, puis ce fut au tour de Kalon lui-même. Le jardin était mal entretenu. Des arbres rabougris semés là sans ordre apparent, jetaient au-dessus des trois pillards comme une tenture de branchages noircis, tourmentés et emmêlés, et le sol était jonché d'une épaisse couche de ces reliefs végétaux desséchés, ce qui rendait impossible une progression discrète. Kalon ouvrit le chemin, brandissant son écorcheuse, suivi de Saboun, puis de Melgo qui fermait la marche. Avec une lenteur calculée, les trois hommes progressèrent vers la forme indistincte de la haute bâtisse, attentifs à la moindre anomalie du sol, où il aurait été si facile de dissimuler une trappe. Kalon murmura. « Qu'y a-t-il, Saboun ?»« Rien, barbare. »« Alors, pourquoi tu t'accroches à moi? As-tu peur ?»« Ce n'est pas moi. Est-ce toi, Melgo? Quoi donc ?»« Bah... » Parle plus fort, Kalon, je ne comprends rien. On attaque Kalon! Hurla Melgo, dégainant sa rapière. Un Bénézi! J'aurais dû m'en douter, un de ces arbres est un Bénézi! Dominant sa terreur, Melgo courut secourir son ami, en grand danger de se faire étrangler. Le perfide végétal s'était enroulé autour du cou et du torse de Kalon, le soulevant dans les hautes branches. Le voleur frappa le tronc tortueux de taille et d'estoc, mais comprit bien vite que son arme fine et légère, conçue pour se glisser entre les plaques d'armure les mieux ajustées, n'était pas un outil de bûcheronnage très efficace. Un ray de lune blafard se réfléchit providentiellement sur l'écorcheuse, lâchée par Kalon, dont Melgo se saisit juste à temps, alors que déjà des branches meurtrières descendaient pour se poser sur ses épaules. Il tailla rageusement dedans en jurant comme un charretier, maudissant Villader et ses sortilèges, sans se rendre compte que les racines du monstre s'enroulaient autour de ses jambes et remontaient lentement. Lorsqu'il s'en avisa, la terreur l'envahit, et il poussa des hurlements désespérés. C'est alors qu'il vit Saboun sortir de sous son manteau une petite outre qu'il déboucha et jeta de toutes ses forces contre le tronc. Le liquide qu'elle contenait se libéra d'un coup, aspergeant le Bénézi. Quelques fines gouttes atteignirent même Melgo au bras, qui lui causèrent immédiatement une vive brûlure. Une odeur puissante et nauséabonde emplit soudain l'air, tandis qu'un clapotis émanait du végétal agonisant. Il ne cria pas, se contenta de mourir, rongé par la potion de Saboun, relâchant peu à peu la pression autour des jambes de Melgo. Un bruit mou se fit entendre lorsque Kalon, livré à la gravité, chut par terre. Ses deux compagnons se précipitèrent pour lui porter assistance. Après une minute, il reprit connaissance. Là où tout autre que lui aurait succombé à l'insidieuse attaque de l'arbre, sa constitution exceptionnelle lui avait sauvé la vie. Le Bénézi est un arbre carnivore que l'on retrouve uniquement dans les jungles noires de Belen, au sud-ouest de l'empire de Ptah.
Cette région est connue pour exporter vers les pays civilisés toutes sortes de plantes et d'animaux intéressants tels que le putois vert, dont les germes tuent en 3 jours, le lotus orgastique, dont les fragrances sirupeuses ont vite fait de vous transformer le bulbe rachidien en éponge, l'oiseau poubelle, un terme introduit par les universitaires de Ptah soucieux de préserver leurs étudiants d'un abus de langage populaire. Les indigènes Temti emploient quant à eux le nom plus imagé d'oiseau merde. Il s'agit d'un minuscule passereau noir et jaune qui tue un buffle d'un simple frôlement de ses plumes empoisonnées. Il y a également le grand chat mou de Bélène qui peut vous dévorer les entrailles pendant que vous lui gratouillez le crâne tant il est puissant par son pouvoir hypnotique. Le pangolin exterminateur et son cri paralysant, le piranha explosif, le hérisson empaleur, la rose d'agonie, le moustique géant, la guêpe mange-cervelle, l'herbe étrangleuse, la ronce étrangleuse, le champignon étrangleur, le bosquet étrangleur, la liane étrangleuse et bien sûr le bénésie ou arbre étrangleur, reconnaissable au monticule de squelettes et de charognes à demi putréfiés qui entourent invariablement son tronc. A noter que les jus de putréfaction s'infiltrent ensuite dans les terres jusqu'aux racines du bénésie qui en tirent alors les substances nutritives. Comment ça, c'est dégoûtant? Vous vous êtes déjà regardé manger, vous? Enfin, ce ne sont là que quelques exemples d'espèces que les indigènes, les redoutables chasseurs Temti, arrivent à capturer sans trop de perte humaine en bordure de la terrible forêt. Ils ne s'aventurent jamais dans les profondeurs de la jungle, à ce qu'ils disent, car il y a des bêtes dangereuses. Donc nos amis l'avaient échappé belle. Ils reprirent leur progression encore plus attentifs cette fois à leur environnement, cherchant à déceler le plus infime signe suspect. Mais il n'y en eut pas, et ils traversèrent sans encombre ce jardin de la mort. Ils entrèrent sous une large tonnelle au croisillon de bois revêtu de vignes vierges et de lys grimpants qui jouxtaient la maison. Là, Saboun désigna un petit banc de pierre blanche, élégamment sculpté de motifs floraux, et s'en approcha. Il se pencha, glissa sa main sous le meuble et déclencha quelques loquets qui y étaient dissimulés. La dalle qui se trouvait juste à côté se souleva d'un demi-centimètre avec un petit déclic caractéristique du passage secret neuf et bien entretenu. Ce tunnel secret nous permettra d'éviter certains pièges de Villadère, mais restons sur nos gardes. Je vais allumer ma lanterne. Ainsi fut fait. Les 3 cambrioleurs se glissèrent dans le souterrain. Il s'agissait d'un couloir partant de la maison du sorcier et continuant probablement fort loin sous la ville, si étroit que 2 hommes n'auraient pu s'y croiser. Les murs, le sol et le plafond étaient des dalles massives, miraculeusement ajustées, dont certaines, à la lueur de la lanterne, révélaient des motifs cryptiques, des runes embrouillées, des dessins de créatures disséquées et des monstres venus d'autres plans. Ces ornements étant si érodés par l'humidité ambiante que le sujet en était difficile à deviner. Et c'était tant mieux d'ailleurs. Au bout de quelques dizaines de mètres, le couloir devint un escalier en colimaçon, aux marches si usées et glissantes que Melgo crut à un nouveau piège de Villadère. Mais ce n'était que le résultat d'un mauvais entretien. Calon arriva en bas le premier, dans un fracas de cottes de mailles et d'épées, suivi du prudent Saboun et de Melgo, qui commençaient à se dégriser. Le couloir se termina en cul-de-sac. Saboun décela une certaine pierre à hauteur de son genou et de nouveau actionna un mécanisme. Le mur bascula vers l'avant sans le moindre bruit. La petite troupe dut se baisser pour passer dessous et accéder à un large couloir bien éclairé par des torches fixées dans le mur. « Ce sont des torches magiques, elles ne s'éteignent jamais, » précisa Saboun. « Vous êtes bien informé, noble Saboun. Comment savez-vous tout ceci ?»« Le conseil a ses espions. Permettez-moi de protéger leur anonymat. » Sur la pointe des pieds, les 3 hommes avancèrent dans le couloir, dont les murs s'ornaient de fines tentures figurant de délicieuses scènes champêtres. Sans doute Villadère était-il un esthète. Calon, qui ouvrait la marche, fit signe à ses compagnons de s'arrêter et de faire silence. Après quelques instants, il désigna une hideuse statue de quelque démon qui fermait le couloir. Provenant de la bouche ouverte de celle-ci, la rumeur lointaine d'une conversation était parvenue à ses oreilles d'homme de la nature, aiguisée par des années de chasse et de guerre. « Je crois comprendre, » murmura Saboun. « Un conduit de fonte doit courir dans la maison, nous portant les sons provenant d'une autre pièce. Nous ne sommes pas seuls ici. Faisons vite. » Le vieil homme sortit de son vêtement un petit ustensile aux formes compliquées dans lequel on pouvait avec de l'imagination reconnaître une clé. Il l'introduisit dans le nombril de la statue, avec lequel elle s'adaptait parfaitement, et la tourna. La statue pivota, ouvrant le passage vers une crypte inquiétante.